Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui aux Conversations Tocqueville 2025, malgré ces contraintes de dernier moment qui vous retiennent dans les Alpes, pays que vous connaissez bien. Notre thème aujourd'hui, pour ces Conversations 2025, c'est l'heure de l'Europe. Et il nous est apparu naturel, même évident, d'inviter le grand Européen que vous êtes, puisque je rappellerai que vous avez été commissaire européen, que vous avez fait 2 mandats, vous avez été vice-président de la Commission et vous avez été négociateur en chef du Brexit, ce qui vous a valu la reconnaissance, je crois, de toutes les parties impliquées. Vous venez par ailleurs de publier un livre passionnant intitulé « Ce que j'ai appris de vous », où vous relatez toutes les conversations avec des Français de divers horizons qui vous ont frappé. Dans le contexte géopolitique très instable, très compliqué qui est le nôtre actuellement, l'Europe se trouve dans une position difficile, je dirais même une position de faiblesse, puisque la vieille alliance notamment qu'elle avait avec les États-Unis est en train de se déliter, parce qu'elle a la guerre sur son sol, parce que les valeurs qu'elle défend sont attaquées de toutes parts, parce qu'elle pèse finalement peu dans la résolution des grands problèmes du monde. Donc, Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple. Comment voyez-vous la situation de l'Europe aujourd'hui et actuellement ? D'abord, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Et en réponse à cette première question et à ces mots très amicaux de Jean-Guillaume de Tocqueville, je voudrais d'abord vous prier de bien vouloir m'excuser. J'ai l'habitude de tenir mes engagements et c'est avec beaucoup de plaisir que j'avais prévu de me trouver aujourd'hui au château de Tocqueville, dans ce lieu inspirant parmi vous, pour partager mes convictions et partager nos réflexions. Il se trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, je suis obligé d'être à Briançon, au cœur des Alpes du Sud, pour un comité interministériel que le Premier ministre a convoqué et auquel il participe lui-même avec l'ensemble des élus régionaux des 2 grandes régions du sud et du nord des Alpes, beaucoup de ministres, sur la préparation et l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes. Et il se trouve aussi que le Premier ministre actuel et le président du Comité international olympique m'ont confié une mission de suivi et de préfiguration de ces Jeux. Et donc j'étais absolument obligé de répondre à l'invitation du gouvernement et de me trouver à ce comité interministériel à Briançon. Donc voilà pourquoi je ne suis pas parmi vous, et néanmoins, grâce à cette caméra, heureux de m'exprimer et de dire mes regrets à chacun d'entre vous, mais aussi mes amitiés et mes vœux à tous ceux qui participent. Vous avez, pour ces conversations de Tocqueville, beaucoup d'invités prestigieux, compétents, motivés. Vous me permettrez de saluer parmi eux mes amis Paval Figère d'un côté et le commissaire Kubilius, mais aussi le ministre des Affaires européennes que je connais bien, Benjamin Haddad, de dire aussi à toute l'équipe partenaire du Figaro, Laure Mandeville et tous les journalistes qui vont participer à ces conversations, mes remerciements. Mes remerciements en particulier, mesdames et messieurs, pour parler de l'Europe en ce moment et réfléchir sur les questions européennes à un moment absolument clé et où il me semble qu'on a beaucoup de raisons d'évoquer la dimension européenne de nos préoccupations. Je ne crois pas qu'il faille être fataliste ou négatif, mais lucide. Quand vous regardez les 15 dernières années, ce n'est pas si long que ça, à l'aune du projet européen lui-même, sur les 15 dernières années, nous avons affronté plusieurs crises sévères qui toutes étaient d'ailleurs des crises existentielles. Tout aurait pu faire exploser de l'extérieur ou de l'intérieur l'Union européenne. On parle là de la crise financière de 2007-2008, et j'ai bien connu cette crise puisque je suis devenu commissaire en charge des services financiers en 2010 avec l'obligation de reconstruire l'agenda de régulation financière. La crise du Brexit, qui est une crise venant de l'intérieur d'un des pays membres, et pas n'importe lequel, le Royaume-Uni, tout proche de la Normandie, cher Hervé Morin, mais qui a été soutenu et encouragé, on le sait bien, par des amis de M. Trump,
je pense à M. Bannon, ou par les réseaux russes. Troisième crise a été celle des migrations, après la guerre en Irak et en Syrie, pas très bien maîtrisée, mais qui était aussi une crise extrêmement sévère. Naturellement, cette pandémie absolument improbable, mais qui s'est produite, et il y en aura d'autres, du Covid, et puis plus récemment cette guerre provoquée par la Russie contre un pays, non pas de l'Union européenne, mais de l'Europe, un pays souverain, l'Ukraine. Et je ne compte pas dans ces défis, qui sont tous graves et dangereux, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et au Moyen-Orient, et puis des défis globaux qui bousculent et provoquent de très grands changements, le plus grave et le plus profond d'entre eux étant, de mon point de vue, le changement climatique. Quand vous regardez la réaction des Européens face à toutes ces crises, vous constatez plusieurs choses. La première chose qu'on constate, c'est que nous avons affronté ces crises tous et toutes en défensive, le dos au mur, en réaction. Il n'y a pas beaucoup de moments où nous avions anticipé. On avait même eu, de mon point de vue, une attitude qui n'était pas la bonne sur les questions de la supervision ou de la stabilité financière du monde, en détricotant méthodiquement pendant les 30 années précédentes beaucoup de régulations qui nous auraient été bien utiles au début de la crise financière de 2007-2008. Donc on était en défensive, le dos au mur, mais on a réagi. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que cette réaction a plutôt été, malgré tout, coordonnée, solide, et qu'il n'y a pas eu d'implosion ni d'explosion de l'Union européenne, comme certains de l'extérieur ou de l'intérieur le souhaitaient. Sur la crise financière, nous avons géré la crise grecque de manière solidaire. Ça n'a pas été facile, d'abord pour les Grecs et pour les Européens. Nous avons reconstruit l'agenda de régulation. Ça a été mon travail d'ailleurs comme commissaire européen à travers près de 40 lois qui étaient celles de l'agenda du G20 que j'ai mis en œuvre pour l'Europe. Nous avons plus ou moins bien géré la crise migratoire. Nous avons géré dans l'unité et sans esprit de revanche, sans esprit de punition, mais en demandant aux Britanniques de tirer les conséquences de leurs propres décisions et d'assumer ces conséquences à travers la négociation du Brexit quand ils sont sortis de l'Union européenne et du marché unique, ce qui reste, de mon point de vue, une décision insensée et contraire aux intérêts britanniques. La crise du Covid aussi a montré les faiblesses européennes, l'absence de fabrication autonome d'un certain nombre de médicaments, notre faiblesse en matière de recherche, mais on a non seulement réagi, apporté le soutien aux populations qui le méritaient, coordonné nos réponses, et puis on a pris cette décision sous l'impulsion franco-allemande, qui était absolument inédite et qui, j'espère, ne restera pas singulière, celle d'emprunter pour la première fois à hauteur de 750 milliards d'euros, 750 milliards, pour investir et relancer l'économie qui s'était complètement arrêtée. La dernière crise que j'ai évoquée, Jean-Guillaume de Tocqueville l'a évoquée à l'instant, c'est la crise provoquée par l'agression russe, l'agression délibérée de la Russie contre un pays souverain et son intégrité territoriale. Et vous me permettrez d'ailleurs de dire à cet égard que le combat que mènent les Ukrainiens, qui ne sont pas dans l'Union mais qui sont dans l'Europe, est un combat qui concerne non seulement leur souveraineté, leur intégrité territoriale, mais qui concerne aussi nos valeurs. C'est ce qui justifie que nous soyons, au-delà des principes et du droit international, que nous soyons à leur côté et solidaires. Donc, pour répondre à cette première question, je veux dire, parfois il m'arrive d'avoir des doutes, et j'avais quelques raisons d'en avoir lorsque j'ai été Premier ministre, sur la capacité actuelle des forces politiques françaises à être à la hauteur des enjeux, et j'ai même souvent pensé, je pense toujours que beaucoup de partis politiques ne sont pas à la hauteur, n'ont pas été à la hauteur des enjeux et des vrais problèmes de notre pays. Je parle de l'Assemblée nationale française. En revanche, je pense que nous avons des raisons non pas d'optimisme, mais de confiance et de soutien et de détermination au projet européen parce qu'il a plutôt bien résisté et nous a permis de bien résister ensemble, plutôt que chacun pour soi ou chacun chez soi, à ces différentes crises. Est-ce que ça veut dire que tout fonctionne bien à Bruxelles? Non, à coup sûr, il y a plein de choses à corriger. On peut en parler s'agissant de l'avenir. Il y a plein de défauts et de faiblesses, de naïveté quelquefois, auxquels il faut mettre fin. Mais
la première réponse de fond est de dire nous avons bien résisté, nous sommes plutôt bien protégés, nous avons tiré des leçons de toutes ces crises, comme nous devons en tirer de l'agressivité américaine sur le plan commercial, de la guerre au Proche-Orient, de la montée en puissance sans complexe de la Chine et de quelques autres puissances. Et donc nous avons des raisons d'être européens en plus d'être passionnément patriotes, chacun dans son propre pays, d'avoir une fierté nationale, ce qui n'interdit pas, au contraire, d'y ajouter cet engagement européen qui nous donne, vis-à-vis de ces grandes puissances et vis-à-vis de tous ces troubles, de toutes ces turbulences, une force commune que nous n'aurions à coup sûr jamais chacun chez soi et chacun pour soi. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez indiqué que les Européens, s'ils avaient manqué parfois d'anticipation, ont su réagir ensemble à ces différentes crises. Et de fait, l'Europe a beaucoup d'atouts. L'Europe a beaucoup d'atouts, à commencer par cette croyance, enfin cette cheville au corps de la supériorité des valeurs démocratiques qui permettent collectivement de garantir liberté, créativité de la société civile. Et donc, qu'est-ce qu'à votre avis l'Europe peut faire maintenant pour rebondir, pour, j'allais dire, avoir un sursaut, étant précisé que je crois qu'il y a un problème dont tout le monde se rend compte actuellement, c'est le problème de la gouvernance européenne, qui, malgré les efforts des uns et des autres, n'est pas au rendez-vous de l'efficacité et de la rapidité des décisions. Donc comment voyez-vous la manière dont l'Europe pourrait rebondir sur cette situation actuelle qui est une situation de crise difficile? Il faut être à la fois ambitieux et lucide. La lucidité conduit à dire et à expliquer à tous ceux qui doutent quelquefois ou qui critiquent l'Europe que d'abord nous avons tenu une promesse qui a été faite par les pères ou nos grands-pères fondateurs, les Monnet, les Schuman, Adenauer, De Gasperi en 1950, promesse d'être en paix et de rester entre nous en démocratie avec le projet européen. Je rappelle d'ailleurs que ce projet, il est né clairement de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, quelques années, 4 ou 5 ans après l'ouverture des camps et de la Shoah. Vous avez des hommes politiques courageux, des hommes d'État, ça existe, qui disent à nouveau, comme on avait déjà dit en 1918, plus jamais ça. Et pour que cette fois-ci ça marche, ils se disent, et ils disent, il ne faut pas seulement avoir envie d'être ensemble, c'est toujours conjoncturel l'envie, il faut qu'on ait un besoin d'être ensemble, qu'on ait un intérêt à être ensemble. Et ça, c'est l'économie. Et c'est en 1950 le charbon et l'acier qu'on mutualise, et c'est en 1957 la première étape du marché commun qui s'est ensuite fortifié avec des politiques communes, notamment l'agriculture, le commerce, la concurrence, et puis finalement, sous l'impulsion de Jacques Delors, la monnaie unique et le marché unique. La promesse de paix et de démocratie entre nous a été respectée, et j'observe d'ailleurs que si la paix et la démocratie sont restées clairement la règle chez nous, et des valeurs communes, parfois juste à côté de nous, aujourd'hui en Ukraine, par la faute des Russes, ou il y a quelques années dans les pays des Balkans, ça n'a pas été la paix, et quelquefois, ça n'est toujours pas la démocratie en dehors de l'Union européenne. Et puis, au fil de ces années, je viens d'évoquer le marché unique, on a construit ce qui est aujourd'hui, au XXIe siècle, notre principal atout, qui est ce marché unique en ce qu'il est bien davantage qu'une zone de libre-échange, contrairement à ce que pense parfois M. Trump ou encore les Britanniques. Ce marché unique, il est une sorte d'écosystème complet dans lequel vivent et travaillent 450 millions de consommateurs et de citoyens et 22 millions d'entreprises, petites ou grandes ou moyennes. Et il y a entre tous ces partenaires, tous ces hommes, ces femmes, ces structures, des règles communes, des normes communes, des standards communs, parfois trop. Et il y a des régulations, des supervisions, une juridiction commune au-dessus de tout,
la Cour de justice européenne. Et cet écosystème, c'est notre principal atout. J'étais il y a 3 semaines encore à Pékin, en Chine. Je vous promets, et les contacts que nous avons avec les Américains vont dans le même sens, que la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui respectés, et encore respectés par les Chinois et les Américains, et pour laquelle ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils font, c'est que ce n'est pas encore notre politique étrangère, ce n'est pas notre politique de défense, malgré les efforts qui sont faits en ce moment, c'est clairement le marché unique, dans lequel on ne peut pas rentrer si on ne respecte pas les règles qui sont les nôtres, et les institutions et les supervisions qui sont les nôtres. Alors, mon premier point, s'agissant des turbulences actuelles, c'est qu'il faut préserver à tout prix ce marché unique. Il faut le compléter, il faut le simplifier quelquefois, il faut lui ouvrir de nouveaux champs, mais il faut le protéger et il faut le défendre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans cette longue négociation avec les Anglais, qui ont quelquefois imaginé qu'ils allaient obtenir de nous le beurre et l'argent du beurre. En Allemagne, on dit qu'ils allaient pouvoir danser dans 2 mariages à la fois. No way, no way. Nous avons, sans agressivité, rappelé aux Britanniques que quand on quittait le marché unique, c'était leur choix, pas le nôtre, eh bien, on devait en assumer les conséquences. Donc, préservons le marché unique. Je vous promets que dans les temps qui viennent, qui sont des temps graves et de très grandes turbulences, nous allons avoir la chance d'avoir ce marché unique comme base de notre développement. Mais ça ne suffit pas. Et mon deuxième point, Jean-Guillaume, c'est de dire que nous ne devons pas être seulement un supermarché, même unique et bien organisé. Nous devons être capables, avoir la volonté ou l'ambition d'être un acteur global. Et je pense même que nous n'avons pas d'autre option que celle maintenant de construire la dimension politique de l'Union européenne par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je montre souvent, quand j'ai l'occasion de parler de l'Europe, un tableau qui explique quels sont les 10 pays les plus importants par leur économie dans le monde, le G10, en 2010, 2020, 2030, jusqu'en 2050. Quand vous regardez ce tableau, en 2010-2020, vous avez 4 pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et la France, et puis tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté, qui n'a plus la force d'être dans le G10, qui n'a plus la force d'être à la table où s'organise l'ordre ou le désordre du monde. Et en 2050, il n'y a plus que l'Allemagne qui en fait partie. Donc, appuyons-nous sur le marché unique qui nous permet de rester à la table et ajoutons à cette dimension économique, technique, financière, qui n'est pas parfaite, encore une fois, ajoutons une dimension politique avec notamment cette capacité d'une politique étrangère commune, pas unique mais commune, et d'une défense commune. L'OTAN dans lequel nous sommes, pour la plupart des pays européens, va augmenter son budget. Il faut qu'une partie de ces budgets soit orientée vers des capacités autonomes et solidaires. Autonomes et solidaires dans l'OTAN, mais autonomes aussi de l'Union européenne, des capacités communes, des équipements communs, de l'interopérabilité, des recherches communes. Si je puis dire, une préférence européenne aussi pour l'acquisition des matériels. C'est un point sur lequel le commissaire Kubilius a été alerté, en tout cas sans faire de protectionnisme. Nous souhaitons tout de même que l'argent européen qui va à des entreprises européennes ou à la recherche européenne puisse bénéficier des salariés européens et être acheté par les Européens eux-mêmes en priorité. Voilà, la dimension européenne. Et puis j'ajouterai un 3e point de réponse, et je m'arrête là, c'est la question des défauts de Bruxelles, de ce qu'il faut changer à Bruxelles. D'abord que chacun soit bien à sa place. La Commission doit faire son travail, mais pas davantage que ça. Elle doit bien faire son travail, réduire le poids de la bureaucratie, simplifier, en finir avec cet empilement de normes et de règles qui ont bridé ou qui ont freiné beaucoup d'initiatives. Et je sais que la Commission actuelle est en train de revenir sur ces sujets. Moins de naïveté dans nos échanges commerciaux. Si M. Trump choisit, dans une vision de court terme, d'être agressif commercialement à l'égard de l'Europe, il faut qu'il sache et qu'on lui dise tranquillement que nous répondrons point par point à cette agressivité. Ce sera dommage pour tout le monde, mais il y aura une réponse européenne. Si les Chinois veulent continuer à exporter chez nous des matériels ou des objets qu'ils fabriquent à coût de subventions publiques, en inondant le marché européen, ils doivent savoir que nous répondrons aussi, que nous défendrons et nous définirons par nous-mêmes, sans demander la permission, où se trouvent nos intérêts stratégiques.
Donc, corriger ce qui doit l'être, simplifier, être moins naïf, investir ensemble. Je suis libéral sans être ultralibéral. Je pense que la bonne protection, ça peut être quelquefois des mesures de rétorsion ou de sanction, mais la bonne protection, c'est d'investir ensemble dans l'avenir, comme nous l'avons fait après le Covid, et comme nous pourrions à nouveau le faire en empruntant ensemble. Maintenant, s'agissant de la gouvernance, cher Jean-Guillaume de Tocqueville, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. La gouvernance européenne, la gouvernance européenne reste toujours très compliquée à 27, précisément parce que nous ne sommes pas une union fédérale, et d'ailleurs nous ne voulons pas être une fédération. Il n'y a pas un peuple européen, il y a 27 peuples, 27 États, 27 nations, il y a 24 langues, et je pense que c'est très important de dire, y compris à Tocqueville et partout ailleurs dans le débat de nos pays, que nous voulons préserver l'identité nationale, ce n'est pas un gros mot, que l'Europe doit protéger les nations. Moi je pense même qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne est complexe, et que son fonctionnement avec cette commission, qui est une sorte de collective body, Premier ministre collectif, le Conseil des ministres, le Parlement, tout cela reste complexe. Je pense qu'on peut simplifier, on peut débureaucratiser, on peut donner plus de politique à l'ensemble européen, c'est ce à quoi j'appelle. Ça restera néanmoins compliqué, il faut assumer cette part de complexité parce que c'est le prix à payer pour que l'Europe soit unie sans être uniforme. Voilà, chers amis, j'ai été trop long en répondant à vos questions. Encore une fois, merci de votre attention, merci pour votre compréhension et pardon de ne pas être là physiquement parmi vous. J'essaierai de venir une fois prochaine si vous m'invitez encore. Je vous souhaite une très bonne journée, 2 très bonnes journées de conversation sur un sujet fondamental pour l'intérêt national de chacun de nos pays et pour l'intérêt commun des Européens.